sans avoir trop de frustration et sans verser dans « je fais n'importe quoi ». Un juste milieu, assez du bon sens en fait. Donc voilà le rôle des diététiciennes et qui est très axé sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est un bien gros mot, mais pour résumer, pour vous apprendre à être autonome. Vous êtes une grande jeune fille, d'accord? Donc vous n'aurez pas toujours quelqu'un derrière vous pour vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment leur rôle, c'est de vous fournir dans un premier temps, si besoin, un certain nombre de notions au niveau diététique, d'enlever un certain nombre de notions de temps en temps qui sont fausses. On peut avoir véritablement des notions archi-fausses de nos jours. Bref, faire le tri dans tout ça, mais surtout vous permettre de gérer les situations. Gérer une situation, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours seul, hein. Mais déjà reconnaître une situation, on se dit, là, j'y arrive pas, je le sens pas. Voilà. On revient, on vient se faire aider, on vient en discuter. On reste pas seul à la maison, où on reprend après des mauvaises habitudes, on tire la sonnette d'alarme quand il est bien trop tard et qu'il y a beaucoup de kilos qui sont passés. Parce que ça, c'est difficile à récupérer. Tant qu'on a du contact, on peut discuter, etc., on arrive à comprendre des choses. On peut prendre 2-3 kilos, ça se repère, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de drame, vous voyez ce que je veux dire. Il faut apprendre tout ça, comment se comporter. Et donc, une des grandes, je dirais, des premières grandes phases dont les diététiciennes, à mon sens, sont responsables, c'est la phase de conscientisation. Permettre aux patients de prendre conscience des situations. Un des grands soucis qu'on a dans l'obésité, c'est que très souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a conscience d'un certain nombre de choses, je ne sais pas, je dis au hasard, si je demande votre trouble du comportement alimentaire, je ne sais pas, je grignote, je mange trop vite, je mange trop en quantité, j'ai des compulsions, je ne sais pas. Mais très souvent, il y en a plein d'autres derrière dont on ne se rend pas compte. Et on a besoin d'une aide extérieure, et c'est l'apport des diététiciennes, pour arriver à dézoomer et se rendre compte que derrière, ah bah oui, il y a quand même d'autres trucs. Ça, cette notion, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, encore faut-il savoir quand il faut le faire. Vous pouvez ici avoir au centre un super pompier, si vous n'avez aucune alarme incendie, il ne sert à rien. Ben, c'est la même chose pour nous. Imaginez que quand on souffre d'obésité, la plupart du temps, en fait, on est comme sur le rail d'un TGV, avec des œillères, et qu'on ne voit pas ce qui se passe sur le côté. Et on avance tout droit, dans sa maladie, la vision qu'on en a, ainsi de suite. Ça, c'est fondamental. Voilà l'apport réel des diététiciennes et de vous aider au jour le jour, parce que c'est du sur-mesure. Ce n'est pas toujours le même discours pour tout le monde, ainsi de suite. Mais voilà leur réel apport. Et pas de vous donner un plan à vous mangez 20 grammes de ça, 100 grammes de trucs, le lundi, le mardi, le mercredi. On peut s'aider d'exemples, de choses comme ça au début pour les gens. Mais ça, si vous cherchez ça, il y en a des milliers sur Internet. Ce n'est pas la peine de venir ici, globalement. D'accord ? Donc c'est une toute autre vision qu'on doit avoir des diététiciennes et pas de se dire c'est un garde de chambre qui va me fliquer et me filer un régime. Parce que ce n'est pas le cas. Ce sont vos meilleurs alliés, réellement, et pour avancer au fur et à mesure là-dedans. Troisième intervenant fondamental à voir, psychologue. Alors pas psy, je mange sur un canapé et je pars en psychothérapie pendant 10 ans. Si vous le voulez, ça vous pouvez. Mais à vous de voir, mais ce sont des psychologues qui sont véritablement axés et spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, les rapports aux problèmes de poids, les rapports à l'alimentation qui sont compliqués, hein. Meilleur ami, pire ennemi, c'est souvent une certaine dualité. Mais c'est fondamental pour nous dans l'équipe de vous connaître et de vous comprendre aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Sinon, je ne vois pas comment on peut vous aider complètement, sincèrement. On ne pourra pas aller loin. Et vous doutez bien que nous, on ne peut pas demander la même chose à un homme d'affaires de 65 ans, une mère au foyer, ou vous. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes styles de vie, on n'a pas les mêmes origines, les mêmes religions. Bref, nous sommes tous différents dans nos vies. Nous, on doit accéder à votre vie, à votre style de vie pour vous proposer quelque chose qui va s'insérer dedans. Vous n'aurez pas l'impression de faire un bras de fer tous les jours, et ça sera un combat perdu d'avance. Je ne dis pas que ce sont des choses simples, hein. C'est pas simple du tout, mais on y arrive et sans être complètement bousculé. Le concept, c'est d'arriver à casser un certain nombre d'automatismes qu'on a. Je vous fais très court d'un point de vue diététique. Quelqu'un qui mange vite, c'est pas quelqu'un qui a décidé de manger vite. On se chronomètre pas en disant ah, je mangeais vite exprès. C'est une habitude. On discute et la fourchette vient rapidement, ainsi de suite. Le but va être de casser ces automatismes pour en recréer des nouveaux.
Les automatismes, dans l'âme humaine, on peut les créer. Hein. Les enfants, les tout petits, si on ne leur explique pas qu'il faut se laver les dents avant de se coucher, ils ne vont pas le faire spontanément. On est d'accord. Maintenant, si vos enfants, pendant 15 ans, certes ça prend du temps, c'est tous les jours, mais pendant 15 ans, on leur dit, va te laver les dents, va te laver les dents, tu t'es lavé les dents? Non, 2 minutes, pas 10 secondes, tu t'es bien lavé les dents? Vous pouvez être sûr que quand il a quitté la maison il y a 20 ans, le soir, il ne va pas se coucher sans se laver les dents. Parce que ça fera partie des habitudes, ainsi de suite. Donc c'est un petit peu la même chose, vous voyez, c'est d'arriver à reprogrammer progressivement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain sur tous les plans, mais reprogrammer un certain nombre de choses dans notre cerveau, en tout cas dans les habitudes et les automatismes qu'on peut avoir. Il y a plein d'autres choses après qui viennent autour. Mais ça, c'est fondamental. Moi, en parallèle, je vais vous demander de réaliser un certain nombre d'examens dont j'ai besoin, je vous ai dit, pour compléter votre état de santé, et puis pour avancer dans les décisions qu'on peut prendre, ainsi de suite. Parce qu'à l'issue de ces examens et des consultations que vous ferez, nous on se réunira, on a à peu près une vingtaine, on est assez nombreux à l'ESP pour discuter de vous, de votre dossier, on discutera avec vous bien évidemment, mais des orientations qu'on prendra, de ce qu'on pourra faire, pas faire, et ainsi de suite. Il faut bien imaginer que les prises en charge, elles sont dynamiques. C'est-à-dire ce qu'on se dit aujourd'hui, peut-être que dans un mois, il y a des trucs qui seront mis en place, ça avancera vachement bien, ou peut-être que ça n'avancera pas du tout, ou peut-être que ça stagnera, bref, mais on avance au fur et à mesure. On fait des réglages, on navigue à vue. Ok? Donc dans les examens à faire, moi je vais vous demander de faire une échographie du foie, pour voir s'il y a des répercussions sur votre foie, et jeter un petit coup d'œil sur votre vésicule biliaire également. Parce que si on est amené à faire une chirurgie qui a des anomalies dans la vésicule biliaire, on peut être amené à l'enlever pour éviter des complications. Il faut qu'on le sache avant en tout cas. Vous aurez un bilan pneumologique complet à faire avec 2 examens différents. Le premier examen, c'est la fonction respiratoire. Est-ce qu'il y a un retentissement sur vos poumons, la façon dont vous respirez, ainsi de suite. Chose que je ne pense pas à votre âge et à votre IMC, mais je ne crois que ce que je vois, peut-être certainement de la caméra. Le deuxième examen qui est différent, c'est la recherche du syndrome d'apnée du sommeil. Les ronflements, dont je vous posais la question tout à l'heure, dont on parlait. Il faut bien savoir que l'obésité est une grande pourvoyeuse d'apnée du sommeil, mais l'apnée du sommeil entretient l'obésité parce qu'elle modifie le métabolisme. Donc il faut qu'on le sache, qu'on le dépiste, savoir s'il y a de l'apnée du sommeil, oui ou non, savoir s'il y en a, si on a besoin d'être appareillé, traité ou non. D'accord? Vous aurez une fibroscopie à faire de l'estomac, puisque toutes les chirurgies se font sur l'estomac. On va vérifier avant, à l'intérieur de l'estomac, bien sûr qu'il n'y ait pas des polypes, des ulcères, je ne sais quelle autre anomalie. Et surtout, aller regarder également s'il n'y a pas une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori, qui est la bactérie qui donne les ulcères, les cancers de l'estomac sur le long terme. C'est un grand facteur de risque. On peut avoir cette bactérie sans avoir de signes. Elle donne très très peu de signes. Donc on peut l'avoir sans s'en rendre compte. Donc si on la retrouve, pas d'inquiétude, on vérifie. On vous donne d'abord les antibiotiques, on vérifie ensuite qu'on l'a bien éradiqué. D'accord? Et enfin, un bilan cardiologique complet avec une échographie cardiaque dont on a besoin. Donc vous voyez que on a quand même un bon check-up. Et ça va prendre combien de temps? D'abord, ça dépend de votre emploi du temps à vous, pas du mien. Ça dépend de la rapidité à laquelle vous faites les examens. Il y a 2 réponses à ça, pour faire simple. Il y a une réponse, la seule qui est intéressante en fait, qui est une réponse médicale. Là, on est dans une phase de décision. D'accord? Après la phase de décision, d'exploration, on va avancer pour préparer. Si on se dit qu'on va faire de la chirurgie, il faut vous préparer à ça. D'accord? La chirurgie, contrairement à ce qu'on imagine, les gens ont peur, et je peux le comprendre, d'être mutilés, d'avoir des complications dans leur corps, ainsi de suite. En fait, et heureusement, c'est quand même très très rare. D'accord? Ça peut arriver, mais ça demeure très rare. Par contre, les répercussions de la chirurgie dans son style de vie, dans sa tête, sont énormes, potentiellement. Ça modifie beaucoup le rapport de soi à soi, de soi aux autres, des autres à soi, au niveau professionnel, personnel, familial, amical, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à discuter avant, beaucoup de sujets à aborder ensemble, parce que ça, vous ne pouvez pas le savoir, vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc on est là en fait pour vous aider et à préparer tout ça. Parce que si on ne vous prépare pas, moi je peux vous opérer là dans 2 heures, hein. Techniquement, ce n'est pas un souci. Mais je vous garantis que c'est comme si je vous catapultais à 200 km dans un mur. Vous allez vous exploser dans le mur. Or, le seul but que nous on a, il est double. Un, je vous ai dit, un côté préventif. Vous épargnez un certain nombre de maladies qui peuvent arriver, vous les faire rétrograder si elles sont déjà arrivées. Et à travers ça, et c'est le plus important en fait,
On est là pour vous apporter du confort de vie, du mieux. C'est le but de la médecine en fait. De temps en temps, on a tendance à oublier. La plupart des gens pensent que faire de la médecine, c'est soigner des maladies. Souvent, c'est soigner des maladies. Mais en fait, non. C'est apporter du mieux vivre aux gens à travers soigner des maladies. Mais quand vous êtes dans les centres palliatifs, vous ne guérissez pas les gens, mais vous les accompagnez, vous leur apportez du mieux jusqu'à la fin de vie. Quand vous êtes dans les centres antidouleurs, vous ne soignez pas des maladies, mais vous apportez du mieux en arrivant à apaiser des douleurs chroniques, par exemple. D'accord ? C'est notre rôle principal, ça, vous apporter du mieux. Donc moi, je vais être caricatural quand je vous dis ça, le nombre de kilos qu'on perd, je m'en fiche. Parce que c'est pas ça le plus important, même si ça passe par ça. D'accord ? Le plus important, c'est arriver à ce que vous soyez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre style de vie, même si ça passera par des kilos en moins. Mais c'est ça le vrai objectif. Pas le nombre de kilos sur la balance. Parce que le nombre de kilos est très variable. Il y a des gens qui souffrent d'obésité ou qui ont des problèmes de surpoids, qui ne sont pas forcément obèses, qui vivent très très bien avec leurs kilos, etc. Aucune raison d'aller les embêter. Sauf s'il peut y avoir des maladies qui pointent leur nez, ainsi de suite. C'est ce que je veux dire. Donc, première réponse, globalement, le temps que ça prend, c'est le temps qu'il faut. Et comme on est tous différents, on part tous. Je vous donne un exemple concret, par exemple au niveau diététique. Il y a des gens qui connaissent quasiment tout au niveau diététique. Ils ont un passé dans l'obésité, ils sont renseignés, ils ont vu plein de diètes, ils sont renseignés sur Internet. Ils connaissent, en tout cas théoriquement, voilà. Il y a peu d'erreurs. On a plein de patients qui commettent vraiment assez peu d'erreurs au niveau diététique, contrairement à ce qu'on imagine. C'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a aucune notion. On va prendre plus de temps pour apprendre ces notions-là. Ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on sait qu'on fait et qu'on arrive à mettre en place. Ce sont des notions différentes. Sinon, fumer-tu, quand c'est marqué sur la paquet de cigarettes, ça suffirait à ce que tout le monde arrête. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Et donc, on a tous notre rythme différent. Il y a des gens qui vont être tôt assez rapidement. Et des gens, ça va prendre plus de temps. Je ne vous connais pas encore assez. Donc, on verra, mais le temps que vous soyez prête. Et je suis assez sympathique, mais j'ai mon petit caractère. Donc, globalement, je vous la fais courte. La chirurgie, on n'ira que quand tous les feux sont au vert. Que tout le monde lui dira feu vert, feu vert, feu vert, feu vert. Elle est prête, elle est prête. On se donne le maximum de chance avant d'avoir les meilleurs résultats et surtout qu'ils soient pérennes. Ça, c'est fondamental. Voilà la seule vraie réponse. Vous avez également une réponse qui est, je dirais, administrative, mais qui est importante aussi. On est en France, on a un dossier à monter pour envoyer à l'assurance maladie, à la Sécu, globalement. Dans votre dossier, un certain nombre d'examens, de consultations, ainsi de suite. Et il y a également une durée de prise en charge. Je fais partie des médecins qui ont participé à ça en 2009, ainsi de suite. Mais on a exigé, et à juste titre, que les gens aient un minimum de suivi sérieux. Et il y a une notion de temps. Il ne suffit pas d'aller voir, je ne sais pas, une diète ou un psy, de cocher la case, d'envoyer le dossier, de se dire c'est bon, c'est fait. Parce qu'à ce rythme-là, on n'avance pas. D'accord ? Donc ça, c'est fondamental à avoir. Et donc, ce durée minimale de suivi, c'est globalement 6 mois à 1 an. Minimum. Vous êtes suivi depuis l'année dernière par une diététicienne. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, que vous soyez suivi à l'extérieur du centre, je vous demanderai juste de voir au moins une de nos diètes parce que je sais, elles, ce qu'elles vous disent et les infos qu'elles vont me donner. Je ne connais pas forcément votre diète. Je n'émets aucun jugement de valeur dessus, qu'elle est bonne, qu'elle n'est pas bonne, etc. Mais si c'est pour avoir un papier en disant je certifie monsieur ou madame machin avoir vu, ça ne m'avance pas, moi. J'ai besoin de qualitatif là-dessus. Donc ça, c'est fondamental. Et pour qu'on puisse discuter tous ensemble dans l'équipe de vos dossiers, il faut qu'on vous connaisse tous. Sinon, ça n'a aucun sens. D'accord ? C'est comme ça que ça va avancer. Ça, c'est fondamental à comprendre. Mais vous allez voir que globalement, ça va plus vite que ce qu'on imagine, et ainsi de suite. Je vous demanderai également, mais ce n'est pas tout de suite, si on va à la chirurgie, de participer à des réunions de patients. C'est des réunions faites par les patients, pour les patients, des personnes qui sont passées comme vous sur ce siège-là avant, qui ont eu tout ce parcours, ainsi de suite.
Et donc là, le but n'est pas de vous donner de l'info, parce que l'info, vous l'avez par Internet, par votre expérience personnelle ou à travers nos consultations, mais vous donner un retour, je dirais, d'expérience. Je peux vous montrer 100 personnes qu'on a opérées dans la même chirurgie, dans le même centre, par le même chirurgien. Les ressentis seront tous différents. Et donc, c'est ce qui vous permettra le plus d'appréhender, de vous rendre compte au quotidien ce que c'est. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, et à travers le net, d'images fausses. Tout le monde a tendance à penser que c'est mutilant, on n'a pas de vie, on déprime, etc. Il y a des conséquences, je vous l'ai dit. Il ne faut pas les nier. Mais il y a beaucoup de choses qui se prévoient à l'avance et qu'on arrive à atténuer tant que vous êtes suivi, tant que tout ça est bien fait. Sous ces conditions-là, je vous garantis, à terme, vous vivrez normalement. Strictement normalement. Mais, dans l'intervalle, ce sont des choses qu'il faut préparer. Ok? C'est clair pour vous? Ouais? Et j'ai pas beaucoup discuté de chirurgie. Ça viendra après. L'opération, elle dure longtemps? Ça dépend des types d'intervention. Ça dépend des types d'intervention. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'est pas là. Donc, vous allez voir avec mes assistantes, en fonction de votre emploi du temps, elles vont vous compacter les réunions, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'examens, de consultations, etc. De façon à ce que quand vous veniez, on arrive le plus possible, le mieux à aménager et que vous ne fassiez pas 10 000 allers-retours entre chez vous et le centre. Ok? Et je voulais vous. C'est vous qui choisissez l'opération que je vais avoir? C'est pas moi, c'est tout le monde dans l'équipe. Donc c'est pas mon avis que vous aurez, c'est l'avis de tous les OCP. Il y a des médecins, il y a des non-médecins, il y a des chirurgiens, il y a des non-chirurgiens. On discutera bien évidemment avec vous. On n'est pas là pour imposer les gens, mais vous venez nous voir pour avoir notre avis. Donc notre avis, on vous le donnera. Mais c'est pas juste, nous on pense que. On dire, on pense que, voilà pourquoi. De temps en temps, on n'a pas d'avis d'avis, c'est pas qu'on n'a pas d'avis, mais on n'a pas de, comment je dirais, d'un point de vue scientifique ou médical, de raison de vous orienter plus sur une chirurgie qu'une autre. De temps en temps, ça arrive. Parce que pour l'instant, les études n'existent pas, on cherche à les faire, mais elles n'existent pas pour dire, vous, il faut un bypass, vous, il faut faire ici, vous, un anneau, vous, un SADI, vous, voilà. On cherche, mais pour l'instant, on n'a pas. Et donc, de temps en temps, honnêtement, on peut vous dire, voilà, je n'ai pas d'argument scientifique ou médical pour vous dire, faites ça, faites ça, faites ça. C'est pour ça que j'ai bien noté votre désir plutôt de sleeve, parce que moi, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je vous imposerai un titre de chirurgien, si je n'ai pas d'argument. Par contre, si j'en ai, je vous les donne. Et à contrario, vous ne me ferez pas faire ce que je n'ai pas envie de faire, pas parce que je n'ai pas envie, mais parce que je l'estime pas bon pour vous. Donc ça, c'est important. Tout ça, c'est de la relation entre nous. Donc, vous avez beaucoup d'attentes, mais vous avez également des devoirs, et c'est de ma part également ainsi que de l'équipe. Donc, c'est un contrat. On fera notre part du contrat, ce sera à vous de jouer après. Donc, tout ça va se formaliser au fur et à mesure. Ok? Je mets ma carte comme ça. Vous avez mes coordonnées. Allez jeter un coup d'œil sur mon site internet. J'ai fait un onglet sur l'obésité, les mécanismes, les origines, avec des petits films de 4-5 minutes. C'est très important de comprendre comment fonctionne ces maladies. Pour pouvoir comprendre après comment on s'en sort, quels sont les traitements, ce qu'on propose et pourquoi. Quand je vous dis, par exemple, les régimes, ça fait prendre du poids, que je vous le dis, c'est déjà bien. Alors vous le compreniez tellement mieux. Ça vous mettra à l'abri de désagréables surprises, et ainsi de suite. Ok? Il y a beaucoup de médecins qui opèrent ici. Oui, on est assez nombreux. Ah, ouais. On est assez nombreux. Et c'est vous, j'avais opéré la dernière, c'était qui déjà?